Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur le 20h15 du Miroir de la Femme. Cela dit, forum de haut niveau de mobilisation sociale sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement organisé par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement en collaboration avec la Fondation Noura. C'était ce matin au Centre international de conférences Mahatma Gandhi de Niamey, en présence de la première dame Hajia Hadiza Bazoum, du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et de plusieurs partenaires techniques et financiers. Compte rendu dans ce reportage. Suivez le journal avec STM Transport. La problématique de l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement au Niger est d'une importance primordiale. Ainsi, pour assurer l'accès à l'eau potable partout au Niger, l'État, à travers les membres du gouvernement, les chefs traditionnels et leaders religieux, ainsi que plusieurs partenaires techniques et financiers, se sont réunis autour de ce forum de haut niveau. De mobilisation sociale sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Une initiative du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA en collaboration avec la Fondation Noura, qui ont mis au centre des actions pour lutter contre ce problème, surtout en milieu rural. C'est pour mettre tout le monde à contribution, tout le monde à témoin, pour que nous comprenions, nous partageons la même idée par rapport au secteur de l'eau, que ce forum de haut niveau se tient aujourd'hui en prélude à la célébration de la journée mondiale de l'eau qui aura lieu le 22 mars à Dakar. Nous allons voir comment est-ce que ceux qui ont en charge de traduire les orientations stratégiques du chef de l'État en politique publique, en actes concrets, en stratégie et plan d'action, comment ils le font. Nous allons également entendre de vive voix comment est-ce que les partenaires techniques et financiers accompagnent la vision du chef de l'État dans le secteur de l'eau. Ce secteur est une des préoccupations du gouvernement, selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à travers le programme de Renaissance Acte 3. Le programme de la Renaissance Acte 3 vise à consolider et à faire avancer les acquis. C'est pourquoi, élu à la magistrature suprême, son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, a traduit ce programme en déclaration de politique générale présentée devant notre auguste Assemblée par son Excellence M. Oumoudi Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement. Le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement constitue une des priorités de l'acte 3 du développement du capital humain de la DPG et qui hausse le financement du secteur de 3 à 7% du budget alloué. En prenant la parole à cette circonstance, la première dame, marraine et ambassadrice de cette mission, a lancé un vibrant appel pour la mobilisation. La mobilisation autour de l'accès à l'eau et à l'assainissement doit se poursuivre. Parce que l'eau, c'est la vie, l'hygiène, c'est la santé et l'assainissement, c'est la dignité. C'est pourquoi j'accepte d'être ambassadrice du secteur de l'eau, l'hygiène et de l'assainissement, afin de matérialiser la volonté politique du président de la République. Je m'engage à porter le plaidoyer et à mobiliser tous les acteurs nationaux et internationaux autour de cette noble volonté politique. Je lance un vibrant appel aux partenaires techniques et financiers, aux leaders traditionnels et religieux, aux techniciens des ministères concernés, aux ONG et associations, au secteur privé, à la diaspora, à la société civile, à la presse et aux artistes pour que cette rencontre marque le point de départ d'une forte mobilisation pour l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement au Niger. Espérons que ce forum de haut niveau de mobilisation sociale sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement organisé en prélude du grand forum mondial sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement qui aura lieu à Dakar soit une stratégie pour faire aboutir l'accès à l'eau potable et redonner un nouveau sourire à la population en milieu rural.
Dans le cadre de la coopération nigéro-turque, le Niger envisage de diversifier ses partenaires en matière d'armement. Ce seront des armes turques dont le Niger se dotera. Cette coopération a un intérêt particulier pour le Niger, c'est du moins ce que pense le président du réseau Espérance, Maman Bachar, dont je vous propose de suivre un extrait avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. Développé comme le nôtre, on peut se permettre n'importe quel type de langage. Donc, c'est ça qui nous amène véritablement à nous interroger sur la sincérité justement de certaines actions et surtout sur le savoir-être, j'allais dire le politiquement correct de la diplomatie de la France vis-à-vis des pays qui sont anciennement colonisés par elle. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce qui se passe à l'Ukraine reconfigure pratiquement la géopolitique internationale et fait ressusciter tout ce que nous avons connu, notamment à partir de 1949, qu'on appelle la guerre froide, puisqu'elle est en train d'être ressuscitée, puisque finalement l'axe entre, si vous voulez, la Corée du Nord, la Chine, la Russie semble vraiment, disons, avoir les mêmes positions autour de cette question. Et de l'autre côté, on a l'Europe, les États-Unis, à travers, en tout cas, l'OTAN, qui ont une position différente. Mais, comme vous le savez, ces types de sanctions ont toujours démontré leurs limites. Parce que chaque fois qu'un peuple est déterminé et il est convaincu de la justesse de sa lutte, les sanctions économiques ont des difficultés à avoir un impact concret, surtout pour le cas d'une puissance comme la Russie. Veuillez nous excuser pour ce problème technique indépendant de notre volonté. L'hôtel Bravia de Niamey a servi de cadre ce matin à la cérémonie officielle de la signature de convention et du lancement du projet d'appui à l'autonomisation des jeunes et des femmes et les plus vulnérables face à la radicalisation et à l'extrémisme violent dans la région de Tillabéri. Suivant ce reportage de Ramatou Marou sur les images d'Abdraouf Nayabou. Du projet d'appui à l'autonomisation des jeunes et des femmes les plus vulnérables face à la radicalisation et à l'extrémisme violent de la région de Tillabéri a pour objectif d'accroître la résilience sociale et économique des jeunes et des femmes de la région de Tillabéri face à la radicalisation et à l'extrémisme violent avec le financement de GSF d'un montant de 900 000 $ américains. Nous avons ciblé 3 groupes. Le premier groupe est celui des jeunes femmes et hommes âgés de 15 à 18 ans et de 19 à 26 ans, qui est une couche vulnérable face à la radicalisation et à l'extrémisme violent. Ce groupe cible comprend les jeunes hommes et femmes sans formation et sans qualification. Quant au groupe 2, il concerne les femmes de plus de 26 ans, un groupe cible très vulnérable, fortement touché par les différentes crises et surtout celles liées à l'extrémisme violent. Il est question dans le cadre de ce projet de leur apporter un accompagnement à travers la promotion des activités génératrices de revenus et par des séances de sensibilisation sur la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Et enfin, le troisième groupe s'intéresse aux leaders communautaires, aux autorités administratives et aux forces de défense et de sécurité. À ce niveau, il s'agit d'asseoir une bonne dynamique de coopération et de dialogue permanent entre les populations et les autorités. Il est également prévu la création d'une plateforme de cohésion sociale pour prévenir les conflits communautaires, favoriser la prise en compte des besoins et aspirations des jeunes et des femmes dans les programmes et projets de coopération
au niveau local. Le représentant du secrétariat exécutif du G5 Sahel a affirmé qu'après la signature des conventions de financement de projets du Burkina Faso et du Mali, cette cérémonie a bouclé la concrétisation de la première série de projets financés par le mécanisme régional de financement mis en place par le G5 et ses partenaires. Le système mis en place se distingue par les critères de choix des projets éligibles et par son mode de financement qui permettra l'apport de ressources prévisibles et conséquentes pour la réalisation des projets et programmes de l'ALG et du G5 Sahel. Un de ses atouts sera de travailler étroitement avec le secteur privé, les collectivités territoriales, les jeunes et les femmes. En outre, nous avons bon espoir qu'il intensifiera les efforts sur les activités ayant un impact rapide et visible sur la qualité de vie des populations, surtout celles vivant dans les zones transfrontalières. Pour le président du conseil d'administration du G5, le projet vise à couvrir l'impureté du Sahel. La radicalisation et l'extrémisme violent, ce n'est pas quelque chose qui divise les bénéficiaires et les donateurs. C'est un problème commun qu'on a au niveau global. Et donc c'est là où on a un moment de partage, de réflexion et de faire ensemble. Et donc il faut partager les expériences, il faut partager les connaissances et chacun ramène chez soi une connaissance ultérieure. Et je suis très content d'être ici aujourd'hui parce que je vais ramener aussi d'autres éléments qui seront partie de mon patrimoine, que je mettrai au service du GCERF et d'autres initiatives. Donc c'est vraiment le partage. Dans son allocution, le président de la haute autorité à la consolidation de la paix a rappelé à l'assistance que le Niger est engagé dans la prévention et la répression de l'extrémisme violent. C'est dans ce cadre qu'il bénéficie de l'appui de ses partenaires internationaux. Le choix des scouts du Niger est en effet pertinent quand on connaît le dynamisme de cette organisation et la place particulière qu'elle occupe au sein de la jeunesse nigérienne. Il convient de souligner que le GCERF soutient deux autres pays, à savoir le Mali et le Burkina. Ce soutien se fait à travers le mécanisme de financement régional dont on a parlé tout à l'heure, dont le COLUD est assuré par le G5 Sahel et Matondi, l'ALG aussi, l'autorité du Luptako Gourma. Permettez-moi de saluer la présence de ces deux institutions et de les remercier pour leur présence à cette cérémonie. Je tiens également à saluer la présence des deux pays amis, la Suisse et la République fédérale d'Allemagne, qui ont accepté de faire partie du comité de soutien pays au Niger. Avec l'appui de leurs partenaires, le Centre Scout du Niger met en œuvre plusieurs projets innovants de grande envergure au profit des communautés locales. Notons qu'après la signature de la convention, cette cérémonie officielle a pris fin par une visite du président du conseil d'administration du G5 au Centre des Scouts du Niger. Ibrahim a 24 ans, son parcours de migrant l'a amené à Arlita au Niger en novembre 2021. Originaire de la Côte d'Ivoire, Ibrahim a décidé de quitter son pays natal à cause du chômage. Il nous fait part de son parcours et de ses perspectives à l'avenir dans cette interview du studio Kalango. Suivez plutôt. Ce qui m'a poussé un peu à sortir du pays, voilà, c'était un peu le manque de boulot et puis il y avait aussi le chômage, je n'arrivais pas à subvenir à mes besoins. Voilà, je suis parti au Mali. Voilà. Donc avec des policiers sur la route, vraiment c'était pas facile. Et si je n'arrivais pas à payer vraiment les policiers, vraiment, ils me bastonnaient, ils me tabassaient sur la route. Pour arriver pour moi en Alger, il fallait forcément passer par des passeurs. Donc du coup, j'ai rencontré un jeu de passeurs. Voilà. Eux, ils m'ont aidé, ils m'ont dit vraiment il fallait payer au moins la somme de 250 000 francs. Ouais, donc pour arriver en Algérie. Donc c'est ainsi, lui, il est parti avec nous, il nous a laissé dans le désert. Il nous a escroqué en fait. On a fait au moins 3 jours là-bas et c'était pas facile parce qu'on lui avait donné tout notre argent. Pour entrer un peu en Algérie, il fallait vraiment essayer aussi de payer ces passeurs-là pour entrer. Et nous n'avons pas les moyens. Donc moi, ce que j'ai fait particulièrement, j'ai appelé à la maison en Côte d'Ivoire. Ils m'ont expédié un peu d'argent là. Voilà, donc j'ai payé et puis donc.
à la grâce de Dieu. Il ne fallait pas rencontrer aussi les policiers algériens. Vous voyez, donc c'était pas facile. Arrivé en Algérie, d'abord il y avait le problème de repère, on ne savait pas où aller, parce qu'on n'avait pas de travail, il n'y avait pas où dormir. Donc tu vois, on a fait pratiquement une semaine dans ça, hein. On dormait dans la rue, tout. Et bon, c'est nos frères même migrants qui étaient là-bas, qui résidaient là-bas aussi, qui nous aidaient souvent de temps en temps. Et une nuit, les policiers, ils sont venus, voilà, les policiers algériens, ils sont venus là, ils sont tombés chez nous. Et on nous a envoyés en prison. On a fait près d'une semaine là-bas. En prison aussi, là aussi, on a à peine à manger au moins 2 fois par jour. Et c'est ainsi que de là-bas, on nous a pris dans une voiture là, et on nous a expédié à Samaka, de Tamaracet à Samaka. Arrivé à la route d'abord, je ne connaissais d'abord personne ici. Voilà, je ne connaissais d'abord personne. Donc je suis assis ici, j'ai voulu chercher un boulot à faire. Et c'est ainsi que je suis tombé chez un bon samaritain qui m'a aidé un peu. Voilà, donc je connaissais un peu la coiffure, donc il a trouvé un endroit pour moi. Il m'a dirigé vers là aussi un peu dormir. Et le gars, chez qui je suis tombé, le bon samaritain là, c'est lui qui m'a orienté, qui m'a parlé un peu du CRS. Voilà, c'est lui qui m'a parlé un peu du CRS un peu. Donc je suis venu au CRS et là, vraiment, ils m'ont écouté, vraiment, ça m'a fait plaisir avec tout ce que j'ai rencontré en Algérie, sur la route, tout ça, vraiment. Le CRS m'a sécurisé un peu. Voilà, premièrement, il m'a remis un bon alimentaire de 15 000 francs. Voilà, car souvent j'en avais besoin. Pour mon plan actuellement, ce que j'ai planifié en ce moment, voilà, c'était essayer de rester un peu ici, même si c'était pour un bon bout de temps, un an par là ou 2 ans, rester, essayer de faire un peu d'économie et puis bon, essayer de retourner chez moi. Nous arrivons à présent à la partie magazine de ce journal consacré, comme annoncé, à l'entretien que nous a accordé le président du réseau Espérance sur la diversification des partenaires du Niger et sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Très bonne réception et au revoir. Si vous voulez, du matériel d'une certaine efficacité et qui serait moins cher par rapport à ce qu'on pourrait avoir dans les pays notamment développés du fait d'un certain nombre de législations et également d'un certain nombre de définitions d'objectifs. Mais pour le moment, la Turquie peut vouloir étendre sa zone d'influence à travers l'ensemble des pays africains, donc ce qui va la mettre dans une position de présenter des offres beaucoup plus attrayantes, donc qui puissent justement intéresser les pays les moins avancés comme les nôtres, il faut le dire, il ne faut pas le cacher, et lui permettre de sortir de l'emprise, si vous voulez, de partenaires uniques, les partenaires privilégiés, donc qui étaient ici à l'occurrence la France, donc qui fournissait le pays presque en tout au nom de ce principe-là de privilège qu'ils ont à travers l'ensemble des pays anciennement colonisés par la France. Donc non seulement ça matérialise une certaine indépendance donc du pouvoir vis-à-vis de ce qu'on appelait donc le principe de précaré par le passé, mais également ça a amené, ça a plutôt l'avantage que le gouvernement puisse chercher les offres les moins coûteuses et les plus efficientes, c'est-à-dire le meilleur prix et aux meilleures qualités, parce que par le passé, comme vous le savez, il y a eu un scandale qui a quand même marqué ce pays-là pendant un certain temps, qui n'a pas encore fini de faire couler beaucoup d'encre et de salive d'ailleurs, en ce qui concerne le scandale qu'on a connu au niveau du ministère de la Défense. Donc,
cette démarche-là pourrait procéder, si vous voulez, de l'élimination de cette longue chaîne d'intermédiaires donc, qui finissent par permettre une certaine surfacturation donc, du matériel qui sont achetés et également une certaine tricherie sur la qualité en tout cas du matériel à acheter. Donc le fait que l'État aille vers des pays comme la Turquie me semble être une démarche tout à fait positive parce que la Turquie est un pays émergent. C'est un pays qui a une certaine autonomie, il est un pays européen, il est un pays musulman, mais il n'est pas dans les jeux de superpuissance, c'est-à-dire c'est pas un pays qui vise à coloniser ou à imposer sa volonté à un pays émergent. Donc de ce point de vue-là, je pense que la marge de manœuvre de notre pays sera beaucoup plus large en termes de négociation et en termes de choix donc des offres qui vont nous être faites compte tenu du contexte sécuritaire que tout le monde connaît, où finalement tous les dispositifs que nous avons jusque-là a montré ses limites, y compris avec l'intervention donc de nos partenaires, parce que l'évaluation par exemple de la crise sécuritaire principalement au Mali et généralement dans l'ensemble du Sahel ne démontre pas une certaine efficacité en tout cas de l'intervention de Force Barkhane et Takuba qui, comme vous le savez, est un regroupement donc des pays européens. Malheureusement, malgré cette présence faite de plus de 30 000 hommes, jusque-là, les réponses ne semblent pas être adéquates. Même si Mme Perli a dit que le fait que les soldats français réagissent en fusillant donc nos frères à Tira serait une réaction adéquate. Malheureusement, cette réaction adéquate n'a pas été constatée lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine. Et donc on aurait dû avoir les mêmes attitudes et pouvoir aussi répondre de manière adéquate à M. Poutine. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que c'est aux pays noirs, sous-développés, moins avancés, ceux qui n'ont pas l'arme nucléaire, qu'on peut parler comme on veut, même en traitant des autorités d'un pays souverain d'irresponsables. Mais vous voyez, quand il était question de parler de la Turquie, on lui avait demandé si la France voulait déclarer la guerre à la Russie compte tenu de cette violation évidente des normes internationales. Elle a dit que mais vous voulez que la France déclare la guerre à la Russie? Donc vous voyez bien qu'il y a une certaine prudence évidente lorsqu'il est question de parler à des puissances, mais avec les pays noirs, avec les pays sous-développés comme le nôtre, on peut se permettre n'importe quel type de langage. Donc c'est ça qui nous amène véritablement à nous interroger sur la sincérité justement de certaines actions et surtout sur le savoir-être, j'allais dire le politiquement correct de la diplomatie donc de la France vis-à-vis des pays qui sont anciennement colonisés par elle. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui ce qui se passe donc à l'Ukraine reconfigure pratiquement la géopolitique internationale et fait ressusciter tout ce que nous avons connu, notamment à partir de 1949, qu'on appelle la guerre froide, puisqu'elle est en train d'être ressuscitée, puisque finalement l'axe entre, si vous voulez, la Corée du Nord, la Chine, la Russie semble vraiment, disons, avoir les mêmes positions autour de cette question. Et de l'autre côté, on a l'Europe, les États-Unis, à travers, en tout cas, l'OTAN, qui ont une position différente. Mais comme vous le savez,
ces types de sanctions ont toujours démontré leurs limites. Puisque chaque fois qu'un peuple est déterminé et il est convaincu de la justesse de sa lutte, les sanctions économiques ont des difficultés à avoir un impact concret, surtout pour le cas d'une puissance comme la Russie. Parce qu'on a vu le Cuba est frontalier avec les États-Unis. Le Cuba a vécu 40 ans de sanctions économiques, mais le Cuba est resté toujours debout. Donc les sanctions économiques, de mon point de vue, n'ont pas suffisamment souvent d'impact comme on le pense, mais ils ont juste une vocation à faire un peu de la publicité autour d'une action qu'on peut penser être juste autour d'une problématique donnée. Et quand vous regardez un peu les niveaux de dépendance entre les pays européens et la Russie, notamment en matière énergétique, en matière de fourniture de gaz, en matière de fourniture d'électricité, du charbon, vous voyez bien que ces sanctions-là risquent de faire plus d'effets négatifs dans les pays européens qu'au niveau de la Russie. Et en ce qui concerne son transfert d'argent internationaux, maintenant ils ont doublé le système SWIFT pour retourner vers les yens, c'est-à-dire tous les paiements qui vont s'effectuer pour le compte de la Russie se feront maintenant désormais via la Chine, et à partir de la Chine ils vont récupérer leur argent. Vous voyez bien que vraiment il y a des procédures de contournement qui font que ces sanctions-là ne pourraient pas avoir un impact significatif en tant que tel. Ce qui nous amène à nous interroger sur la réelle efficacité de ce qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que l'Organisation des Nations Unies va rester être en fait une institution aux mains de 5 membres du Conseil de sécurité ayant droit de veto, puisque ce qui a bloqué une résolution des Nations Unies autour de cette problématique-là, c'est le fait que la Russie est parmi les 5 pays ayant des droits de veto, de même que la Chine. Donc même si la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis disent oui sur une chose, les deux là diront non. Donc ça ne pourra pas passer. Et dans le principe de ce vote-là, au niveau du Conseil de sécurité qui est composé de 15 membres, dès qu'il y a un seul membre ayant droit de veto se pose, la résolution ne peut pas passer, ne peut pas faire tache d'huile. Deuxième élément qui a été observé par beaucoup d'observateurs est que on a comme l'impression que les réactions de ce qu'on appelle la communauté internationale, à travers notamment les Nations Unies, sont vraiment à géométrie variable, puisqu'on a vu tout ce qui s'est passé au Kosovo, on a vu ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en Irak. Et cette mobilisation-là n'a pas été constatée. Et il y a eu justement des agressions évidentes contre des pays souverains et les gens ont laissé couler. Mais aujourd'hui, quand il s'agit de l'Ukraine, on trouve qu'il y a une mobilisation à faire. Donc, ça nous amène à nous interroger sur vraiment l'efficience et la qualité morale de certaines résolutions et comment faire en sorte que le système à lui-même soit le plus démocratique possible et qu'il soit amélioré de manière à ce qu'il puisse vraiment donner plus de confiance à l'ensemble des acteurs internationaux, à l'ensemble des pays du monde, pour qu'ils se sentent plus en sécurité juridiquement parlant que de se sentir à la merci de ceux qui ont le droit de vote ou non, ou ceux qui ont le droit de veto, j'allais dire. Donc de ce point de vue-là, comme la Société des Nations, l'ONU est en train de montrer quelque part quand même ses limites. Donc ce qui nous amène à nous interroger sur comment pouvoir améliorer cette institution-là pour qu'elle puisse promouvoir la paix et pouvoir empêcher la guerre, surtout la guerre injuste qu'on peut imposer à un peuple moins fort et à des guerres qui peuvent être du sol.
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.